c'est un défilé en uniforme, comme il y en a beaucoup dans l'Italie de Mussolini. En ce jour de 1934, des groupes d'enfants des jeunesses fascistes marchent au rythme des tambours. Ils s'éloignent lentement du gigantesque obélisque qui domine le Foro Italico, un complexe sportif flambant neuf sur les hauteurs de Rome. L'air grave, ils s'engagent dans le Stadio dei Marmi, le stade des marbres, qui vient d'être terminé. Un terrain de sport décoré de 64 statues colossales, 64 athlètes, parmi lesquels des archers, des lanceurs de disques, des cavaliers, qui rappellent les statues de l'Antiquité, mais aussi des boxeurs et des joueurs de tennis, munis d'accessoires plus modernes. Ces géants de marbre aux muscles saillants s'élèvent à plus de 5 mètres au-dessus des gradins. Ils offrent un contraste saisissant avec les corps frêles du défilé en contrebas. Toute la démesure du projet fasciste est là. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. Mon envie est toujours celle de recontextualiser ces œuvres dans la façon dont elles étaient regardées, reçues, comprises, la façon dont elles étaient aussi utilisées. Ce qui m'intéresse aussi, c'est par exemple tout ce qui est représentation d'événements, parades, manifestations, rituels qui ont lieu dans ces espaces. Donc je dirais que je m'intéresse vraiment à la façon dont ces œuvres et ces espaces ont contribué à façonner aussi un imaginaire du corps à l'époque. L'historienne de l'art Sara Vitacca s'intéresse à la représentation des corps pendant la période fasciste en Italie. En tant que féministe convaincue, elle a choisi de se concentrer en particulier sur les corps masculins et ce qu'ils racontent de la notion de virilité. C'est une façon pour moi de travailler aussi sur les genres, mais de travailler de manière un peu différente. J'avais plus envie de m'intéresser à la virilité parce que je trouve que c'est quelque chose qui doit encore être déconstruit et qui doit encore être analysé et que ça fait partie aussi de quelque chose qui peut faire avancer notre perception d'une culture qui est aussi une culture patriarcale. Et puis le stade, je pense que la question de la virilité au stade est toujours quelque chose de très actuel. J'ai été au stade avec mon frère il y a 2 semaines pour voir le match de ma ville et j'ai découvert que le prix du billet pour les femmes est un prix réduit d'emblée. Bon, c'est peut-être vraiment une anecdote, mais je trouve ça assez emblématique du fait que ça reste quand même un espace de divertissement assez viril. Les statues colossales du Stade des Marbres mettent en avant des corps sportifs, trapus et musclés, qui évoquent la pure force physique et ressemblent plus à des travailleurs des champs qu'à des habitants des villes. Au cours de ses recherches, Sara Vitacca découvre que cet idéal de corps plutôt irréaliste ne s'est pas imposé partout dans l'Italie fasciste, contrairement aux idées reçues quand on étudie un régime totalitaire. Les corps des Italiens à cette époque-là est encore assez fragile. Il y a beaucoup de maladies liées à l'insalubrité, liées au rachitisme. Et donc, c'était un projet très ambitieux. Il y avait des institutions, des activités qui étaient obligatoires pour toute la population. Mais évidemment, il y avait aussi des grands espaces de liberté. Donc, il ne faut pas non plus penser, je pense, cette période comme une période que l'on peut analyser à travers le seul prisme du fascisme. La question du sport est très intéressante parce qu'on voit justement qu'il y a de nombreux artistes qui représentent des corps sportifs, mais ces corps sportifs ne sont pas toujours représentés de cette façon virile, musclée, militaire. Un artiste qui me vient à l'esprit, c'est Filippo De Pisis. C'était un des rares artistes qui écrivait sur son homosexualité. Et c'est assez intéressant de voir qu'il a produit toute une série de nus masculins qui n'ont jamais véritablement attiré l'attention des historiens de l'art, qui se sont plutôt concentrés sur ces natures mortes, sur d'autres sujets. Mais ces nus masculins sont extrêmement intéressants. Il peut y avoir des corps très tendres, des moments d'intimité, même des représentations de salles de sport qui créent des espaces d'intimité masculine, par exemple, et donc qui laissent aussi deviner un regard différent porté sur les corps.
Ces œuvres, bien évidemment, n'étaient jamais exposées dans des contextes officiels. Ça n'aurait pas été possible, mais elles ont quand même été achetées. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à creuser autour des réseaux, des collectionneurs d'œuvres homoérotiques. La méthode de travail de Sara Vitaka est fortement influencée par les Visual et Cultural Studies. Cela signifie qu'elle considère aussi bien les sources populaires que les sources qui le sont moins. Elle fréquente les salles de boxe presque autant que les musées, à la recherche de ponts entre culture populaire, qu'elle appelle culture du bas, et culture plus conventionnelle, qui correspond au canon visuel de l'époque, qu'elle appelle culture du haut. Le danger un peu dans cette recherche, justement, est de voir tout au prisme d'une dimension normative, quelque chose qui serait imposé par les hauts. Mais je pense qu'il y avait aussi une circulation par les bas. Lorsqu'on regarde les revues de sport, les revues de mode de l'époque, on se rend compte qu'il y a aussi une dimension de développement personnel. Il y a énormément de régimes qui sont conseillés, d'exercices athlétiques que l'on peut faire à la maison. Donc c'est ça qui est très intéressant à découvrir, c'est que justement, il y a ces manifestations très, très voyantes parce qu'elles sont dans l'espace public, mais puis il y a aussi tout ce qui est low culture, enfin, tout ce qui vient du bas, tout ce qui est culture visuelle et qui nous renseigne beaucoup sur les vraies habitudes des Italiens. Donc en lisant justement des cahiers, des notes, des écrits intimes, j'ai découvert par hasard l'existence de cette Unione Naturista Italiana, donc une société naturiste italienne. Ça se développe au moment donc, du fascisme et donc évidemment c'est un naturisme un peu paradoxal puisque c'est un naturisme qui n'envisage pas la nudité. Et du coup, c'est un naturisme qui repense le corps, donc il veut aussi repenser les soins du corps, parce que le corps doit justement être en contact avec l'air, avec l'eau, le soleil, c'est très important. Il y avait une revue qui accompagnait ces mouvements, et parfois on trouvait aussi des œuvres de Michel-Ange sur les couvertures de cette revue. Il y a un discours aussi médical qui se développe, notamment autour de tout ce qui est thérapie naturelle, qui est proposé et qui devrait remplacer par exemple la médecine officielle. Il y a une peur des vaccins, donc c'est assez intéressant de voir aussi comme ces utopies naturelles et que ces écologies corporelles aussi peuvent faire écho avec des questions très actuelles au fond. Sara Vitaka expérimente cette méthode de l'étude des circulations entre haut et bas à l'occasion de sa thèse, qui sera à l'origine de son sujet de recherche actuel sur la virilité. Elle choisit un artiste sur lequel tout avait déjà été dit ou presque, et qui aura à sa manière une influence sur les représentations de la virilité pendant la période fasciste. Le peintre et sculpteur de la Renaissance, Michel-Ange. Mais plutôt que de s'intéresser à sa vie ou à ses œuvres, elle se penche sur la Michelangelo-manie qui a déferlé sur l'Europe à la fin du XIXe siècle, à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance. Il y avait un effet de mode. Donc, si on allait regarder un peu les maisons de tous les dandys de l'époque, on découvre qu'ils ont toujours les mêmes objets. Donc, ils ont tous des reproductions de la chapelle Sixtine. Ils ont tous des petits bustes de Michel-Ange sur leur cheminée. Et j'étais intéressée aussi à cette dimension un peu kitsch du mythe, cette dimension aussi un peu plus matérielle. Et voir comment un mythe d'artiste, finalement, peut aussi se retrouver dans un salon, dans une maison. En se penchant sur les écrits des artistes, Sara Vitaka découvre des pratiques liées au culte de Michel-Ange, pas seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, jusque dans l'atelier parisien d'Auguste Rodin. Rodin n'était pas un sculpteur de marbre. Rodin avait des praticiens qui sculptaient les marbres, mais Rodin est un modeleur. Mais en même temps, il aime bien se faire photographier en train de sculpter le marbre ou de tailler le marbre, parce que ça le ramène évidemment à l'image de Michel-Ange, qui était un peu son génie tutélaire. Mais on a aussi des artistes qui considèrent avoir eu le nez cassé comme Michel-Ange. Ils échangent des poèmes au sujet de Michel-Ange, ils écrivent des textes consacrés à Michel-Ange. Parfois, ils s'habillent à Michel-Ange. Sara Vitaka constate que ce culte foisonnant pour Michel-Ange à la fin du XIXe siècle correspond à une nouvelle définition de ce qu'est la beauté masculine. À la même époque, l'Américain Bernard McFadden, considéré comme un des fondateurs du culturisme, diffuse ses exercices de gymnastique censés développer la musculature. Il se réfère à la fois aux statues antiques et à celles de Michel-Ange. Tout au long du XVIIIe, début du XIXe siècle, Michel-Ange était pas du tout apprécié. Raphaël représentait la grâce, la beauté, la perfection.
Et Michel-Ange était plutôt associé à la poétique du sublime. Donc, quelque chose qui effraie, qui est tellement fort, c'est aussi quelque chose de dangereux. On déconseillait véritablement jusqu'au début du 19e siècle de copier Michel-Ange, parce que ce sont des images extrêmement fortes, des corps qui sont tordus, torturés. Et du coup, voilà, c'est vraiment à partir de l'époque romantique, avec Delacroix notamment, qui redécouvre le jugement dernier, que finalement Michel-Ange devient de plus à la mode. C'est un peu comme le foot, finalement. On va choisir plutôt le camp de Raphaël, plutôt le camp de Michel-Ange. Et alors, vous étiez dans quel team, alors ? Je me souviens que... Non, j'ai grandi à Brescia, donc dans le Nord. Donc, c'était plutôt team Titien, finalement, parce que la peinture de Brescia, c'est une peinture qui est très influencée par la peinture vénitienne et notamment par Titien. Mon premier exposé d'école primaire, parce qu'à la fin de notre 5e année d'école primaire, on avait un exposé à faire pour passer l'examen, c'était sur Raphaël. Mais mes exposés d'art moderne en licence, c'était plutôt Michel-Ange. Mussolini fait une comparaison entre le corps des Italiens et le marbre sculpté par Michel-Ange, en disant justement qu'il fallait sculpter le corps des Italiens comme s'il s'agissait du marbre. D'après Sara Vitaka, Mussolini fait référence spécifiquement à Michel-Ange et non aux innombrables autres sculpteurs qui ont œuvré en Italie, parce que les corps représentés par Michel-Ange sont anormalement musclés et correspondent au canon de beauté voulu par le dictateur. Il y a effectivement un idéal de virilité qui n'est pas forcément lié à la beauté physique, mais qui est lié à la force. Mais je dirais que ça peut aussi renvoyer, par exemple, au corps même de Mussolini, qui était lui-même assez trapu. Donc, il y a un véritable culte du corps du dictateur. Il se fait filmer en train de couper les blés, en train de nager. Donc, je dirais que c'est à la fois, oui, un imaginaire fabriqué par l'art, mais parfois aussi des personnages réels qui ont pu contribuer à façonner cette idée d'un corps démesuré. Par exemple, je pense au boxeur préféré par Mussolini, qui était Primo Carnera, et qui avait vraiment ces corps de géants complètement démesurés. Il a même inspiré des bandes dessinées, par exemple, avec des héros fascistes, avec ces corps justement de géants. Au travers de ses recherches sur la boxe, Sara Vitaka découvre que ce sport promu par le régime attire toute la population, y compris des artistes ou des opposants au fascisme. Cela en fait un domaine de recherche particulièrement riche pour son étude de la représentation des corps masculins. Il y a des revues de l'époque, les revues sportives, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on trouve à la fois des photographies, des dessins, et j'aimerais bien creuser davantage l'histoire de ces dessinateurs de boxe pour en savoir un peu plus sur leur parcours, leur carrière. Il y a aussi une dimension transnationale extrêmement intéressante parce que souvent on a des photos qui viennent des États-Unis. On se renseigne beaucoup sur la boxe américaine, sur les champions de boxe, des champions qui sont noirs. Et donc, il y a aussi tout un discours racial qui vient se greffer sur cette question de la boxe. Discours raciste, parce qu'on voit d'une part la fascination, mais de l'autre part la volonté d'affirmer quand même la suprématie du corps blanc. Et il y a aussi des romans populaires. Donc, le genre du roman de boxe était extrêmement célèbre et apprécié à l'époque. J'ai lu quelqu'un de ces romans, donc c'est une expérience assez amusante. Il y a un roman qui s'appelle Pugilatore di Paese, ça doit être le boxeur de village, traduit en français, et c'est une histoire assez délirante d'un jeune garçon qui justement était tout frêle, tout maigre, et qui était méprisé par sa famille, parce que dans sa famille, ils étaient tous musclés et puissants. Et du coup, un jour, il va dans une église, il voit les tableaux d'un saint, et ce saint, il était tellement beau, et il lui rappelle un boxeur. À partir de ce moment-là, il décide qu'il va devenir un boxeur. Et donc, c'est toute une question d'élévation sociale. Il va faire toute sa carrière. Il finit lynché par la foule, mais en même temps, il est heureux parce que finalement, il a obtenu ce corps de rêve. Donc, il meurt heureux. Ce genre de lecture, comment vous le reliez à l'histoire de l'art, en fait ? Déjà, c'est les corps d'un tableau qu'il a regardé, ces jeunes garçons. Donc, il y a une dimension esthétique très forte. Évidemment, ce sont des lectures que je ne vais pas analyser d'un point de vue de la littérature, mais qui m'aident à reconstruire un imaginaire visuel, un imaginaire esthétique du corps. Et je ne fais pas de distinction forcément entre l'histoire de l'art classique qui s'intéresserait que aux sculptures et aux tableaux, et une histoire de l'art qui prend en compte aussi les images, les photographies, les dessins populaires. Pour moi, les deux choses sont complètement reliées et on voit des relations, des circulations du haut et du bas qui sont extrêmement importantes. En 2019, Sara Vitaka est reçue comme pensionnaire à la Villa Médicis,
Une occasion rêvée pour elle qui a étudié l'histoire de l'art en France de se rapprocher de ses sources italiennes. Elle y passe l'année du Covid, puis elle est reçue dans un autre lieu prestigieux de la recherche en histoire de l'art, la Biblioteca Hertziana Max Planck Institute, à Rome également. J'ai eu la grande chance d'avoir des bourses postdoctorales bien payées dans un endroit qui me permettait de faire mes recherches sur place. Et c'est pas la chance que tout le monde a. Je pense que ça fait partie aussi de la réalité de la recherche. C'est qu'on commence des projets et on n'a pas la certitude de pouvoir les terminer ou les achever ou pas de la façon dont on voudrait. Et ça, je pense que c'est vraiment la difficulté pour les jeunes chercheurs, ou en tout cas les chercheurs qui viennent de sortir de la thèse. Parce que ça nous oblige aussi à couper parfois nos recherches, essayer de les reprendre. Ça, c'est le plus dur. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être toujours honnête vis-à-vis de ma curiosité. C'est toujours ma curiosité qui va m'amener vers des sujets. Et j'ai décidé que pouvoir suivre sa curiosité est un acte de militantisme en quelque sorte, parce que c'est la richesse de la recherche. Et que si on a la possibilité, la chance de faire ça, parce que là aussi, c'est une chance de pouvoir le faire. C'est ma façon à moi de résister. À la Biblioteca Hertziana, Sara Vitaka poursuit ses recherches sur la virilité avec un nouvel axe. J'étais intéressée à savoir comment la ville de Rome a aussi fabriqué un imaginaire de la virilité, comment en fait ces représentations de corps masculins s'inscrivent dans l'espace urbain, quel est l'impact de ces représentations dans la construction d'un tissu urbain, dans l'imaginaire de la ville, par exemple dans la photo, dans les cinémas, la ville par ses monuments, par ses obélisques, par tous ces traces en quelque sorte d'un imaginaire patriarcal est un lieu extrêmement intéressant pour explorer les dynamiques des genres. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de mélanger les approches méthodologiques, par exemple de confronter les méthodologies classiques de l'histoire de l'art avec des intuitions qui peuvent venir de la géographie urbaine actuelle ou même des approches, par exemple l'approche liturgique qui étudie la façon dont les espaces religieux sont vécus au Moyen-Âge, à la Renaissance. C'est par exemple très utile pour penser aussi la façon dont les corps bougent dans l'espace de la ville. Selon cette approche, Sara Vitaka considère par exemple que le parcours des jeunesses fascistes pendant leur défilé est porteur de signification. Car il a pour point de départ l'obélisque monumental du Foro Italico. Ce monolithe de marbre de 17 mètres de haut, le plus grand taillé au XXe siècle, porte sur toute sa hauteur une inscription gravée en lettres capitales. On peut y lire le nom de Mussolini. C'est quelque chose que l'on voit de loin, c'est quelque chose d'immédiatement reconnaissable. Je pense que même du point de vue de la perspective, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter de voir. Évidemment, Mussolini est très conscient de tout ça. Donc, évidemment, l'obélisque est, je dirais, le point central de cette dimension virile de la ville. D'ailleurs, justement, l'obélisque du Foro Italia est une des œuvres qui pose plus problème aujourd'hui. Le complexe sportif construit par Mussolini est toujours en activité aujourd'hui. Il abrite désormais le comité olympique italien. Et l'obélisque n'en a pas été retiré. Au contraire, il a été rénové en 2006. Ces monuments sont des monuments problématiques. Et si on les aborde simplement au prisme de leur valeur esthétique ou historique, on risque de passer à côté de leur dimension politique, de leur dimension symbolique et de leur danger. Parfois, il y a un imaginaire qui est derrière tout ça. Et donc, les images ne sont pas le support de l'histoire. Les images ont un pouvoir sur l'histoire. Les images, les représentations et les œuvres. Donc je pense que c'est véritablement en donnant une attention aux objets, aux œuvres et en essayant de comprendre le pouvoir qu'ils ont exercé sur l'histoire que l'on peut comprendre aussi l'intérêt de cette discipline. Pour étudier l'urbanisme de Rome, Sara Vitaka reste fidèle à sa conviction qu'il ne faut pas ignorer les pratiques populaires. Elle se penche donc aussi bien sur les statues et les monuments que sur les lieux alternatifs, comme les cafés ou les jardins improvisés. La boxe, c'est pas simplement quelque chose qu'on fait au stade, on le fait aussi, par exemple, dans des parcs de divertissement. Il y a des foires et il y a des concerts de jazz. Donc, en fait, c'est aussi des espaces où c'est pas aussi autoritaire, cette pratique du loisir, mais ça peut être aussi quelque chose de très populaire et qui dépasse simplement ce côté imposé par les hauts. À l'initiative de Tristan Vedigen, le directeur de la Biblioteca Hertziana, Sara Vitaka a rejoint aussi un groupe de recherche pluridisciplinaire coordonné par Carmen Belmonte, qui s'intéresse de manière critique à l'héritage colonial italien. La question raciale m'intéresse beaucoup, notamment autour de la question sportive.
Donc il y a aussi autour de cette question du corps une dimension d'opposition entre le corps glorifié des Italiens et les corps subalternes du colonisé. Donc voilà, l'idée c'est aussi de travailler non seulement sur cette idée normative du corps, mais aussi à ce qu'on oppose à ces corps idéal. Sarah Vitaka organise régulièrement des colloques autour de ces sujets de recherche. Et depuis septembre 2023, elle est aussi maître de conférences à la faculté de Besançon. Ce podcast est produit par l'Institut national d'histoire de l'art, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. C'était le dernier épisode de la saison 4 de La Recherche à l'œuvre. Musique et réalisation, Théo Boulanger. Musique du générique, Guillaume Auguet. Production, Alessandra Danelli, Diane Guédon et Léa Schiavo. Coordination de la production, Victoria Le Bolloc-Salama. Direction de la recherche de l'INHA, France Nerlich et Juliette Tray. Merci à Éric Dechassé, Marie-Laure Moreau, Jean-Baptiste Costa de Bourgard, Marion Deflers et tous les chercheurs et chercheuses interviewés pour leur confiance. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute.